en premier lieu, merci à tous de vous être connectés pour ce webinaire sur le confort estival et des solutions à mettre en œuvre pour le confort estival. En premier, les petites règles à observer. Donc, à part Jean-Marie et Tanguy qui sont nos partenaires, je demande à tout le monde de désactiver la caméra. Comme ça, au niveau de la bande passante, on sera au maximum. Merci de couper les micros en arrivant également. Normalement, ça se fait automatiquement. Et merci d'utiliser le chat pour poser vos questions. Donc, il y aura deux moments de questions après les interventions de Tanguy et de Jean-Marie. Merci de poser vos questions donc, sur le chat. Je les reprendrai dans un document et on essaiera de répondre à un maximum de questions. Ensuite, sachez que les supports vous seront envoyés donc, dans quelques jours et que le webinaire est actuellement enregistré et il sera disponible sur notre chaîne YouTube d'Envirobat Centre. Voilà. Alors, donc, au niveau de l'animation, nous sommes 3, moi-même, Julia Durupt, Envirobat Centre. Donc, nous sommes une plateforme régionale de ressources et de dialogue autour du développement durable. Aujourd'hui, nos missions, c'est la mise à disposition d'informations et la promotion de la qualité environnementale du bâtiment. Donc, on fait des vidéos pédagogiques. Je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube Rebat Bio, sur la rénovation du bâti ancien. On fait aussi donc, des fiches projets, des lettres d'infos, organisation d'événements avec des visites de chantier, des visites de sites, des réunions techniques et dernièrement le palmarès des bâtiments biosourcés. On fait également de l'accompagnement donc sur des projets de construction, de développement de projets de réseau, sur les filières des matériaux biosourcés par exemple, l'analyse de la dynamique sur certains terrains, sur les thématiques de l'éco-construction. Donc voilà un petit panel des activités d'Envirobat Centre et aujourd'hui donc on organise ce webinaire sur le confort estival avec le partenariat de Surya Consultant, donc Tanguy Le Bérigot, Surya qui a un bureau de conseil et d'accompagnement à destination de tous les acteurs de la construction et merci à la présence de Jean-Marie Osikaou de la société Bluetech, concepteur de solutions passives de nature à créer le bien-être, avec notamment des solutions de lumière naturelle, de ventilation naturelle et de protection solaire. Tout à fait. Voilà. Au sommaire aujourd'hui, donc Tanguy interviendra dans une première partie sur qu'est-ce que le confort d'été, avec donc la prise en compte du confort, le confort adaptatif, la conception bioclimatique avec comment prioriser le confort par des solutions passives et éviter à tout prix de mettre des climatisations. Et il nous fera aussi un retour donc, sur études. Et après ça, on essaiera d'avoir un petit échange avec des questions. Et ensuite, l'intervention de Jean-Marie Caous, total retour d'expérience sur des solutions telles que les ombrages fixes, la ventilation naturelle et la VMC adiabatique. Ce qui sera intéressant, c'est d'avoir le retour d'expérience aussi bien des bonnes pratiques que des points de vigilance à avoir pour avoir un peu une vision globale. Donc, pour ne pas perdre de temps, je vais donner la main tout de suite à Tanguy qui va pouvoir partager son écran en tant qu'animateur. Alors oui, voilà. Normalement, tu es animateur, Tanguy. Alors, ça marche. Et très bien. Ouais. C'est bon, j'ai pris la main? Ouais, c'est bon, nickel. Vous voyez bien ma diffusion? Alors, on voit la diffusion, on la voit en mode, présentation. En mode présentation avec la diapositive suivante et voilà. Alors, je vais juste essayer du coup de changer ça rapidement. Est-ce que ça fonctionnait très bien? Ah, super, c'est bon. Super. Merci Julia, merci à tous et bonjour. Donc effectivement, je vais commencer le webinaire en traitant les 3 premiers points de l'ordre du jour.
du programme en tout cas, en commençant par qu'est-ce que le confort d'été, comment le prendre en compte, notamment via le confort adaptatif. Ensuite, on verra quelques solutions assez brièvement et le tout sera illustré par le retour sur une étude que l'on vient de rendre très récemment. Alors, dans un premier temps, le contexte, je vais faire très bref sur le contexte, mais on a un contexte météorologique qui est relativement clair, même si Jean-Marie en parlait tout à l'heure, cette année, ou en tout cas en ce moment, ce n'est pas forcément si évident que ça. Mais globalement, on observe depuis le début du XXe siècle une augmentation de la température, des maximales et des normales. Et cette observation a permis au fur et à mesure des années de créer des scénarios de prospection ou donc d'évolution de la température et des différentes variables météorologiques, notamment les scénarios du GIEC, qui permettent d'anticiper ou d'envisager en tout cas le futur et de l'estimer. Alors, je vous ai juste mis ici sur l'écran deux photos, deux cartes de France. La première, la A, correspond comment dire, la température maximale moyenne sur 30 ans, entre 1960 et 1990. Et la B correspond au scénario GIEC, à un des scénarios GIEC, qui montre que globalement, toutes les températures, n'importe où en France, toutes les maximales vont augmenter au fur et à mesure. Aucun espace sera épargné par cette augmentation. Je vais un peu plus loin avec une autre étude qui corrobore cette observation avec une maille plus fine, l'étude de Bador juste en dessous. Et on voit bien ici que, notamment si on fait un petit zoom sur la région centre, que la région centre n'est pas non plus épargnée avec une évolution qui pourrait être, alors c'est forcément des estimations, de l'ordre de 1 à 4 degrés en fonction des coins et des situations en particulier. Donc, voilà, donc ça, c'est relativement clair, c'est de l'observation, c'est l'analyse. Je pense qu'il n'y a pas de remise en question de ce contexte. Pour nous, du coup, acteurs de l'acte de construire, maîtrise d'ouvrage, exploitant, maîtrise d'œuvre ou industriel, on doit donc anticiper cette évolution. Je pense que vous êtes conscient, d'où le fait que vous soyez présent aujourd'hui. Et pour la prendre en compte, il faut savoir bien la maîtriser et trouver des solutions qui soient adaptées à la fois au climat d'aujourd'hui, à la fois au climat de demain, puisque forcément, on ne construit pas pour les 10 années prochaines, mais pour 30, 50, 100 ans en fonction des ambitions. Alors, la première solution qui a été largement utilisée et qui clairement n'est plus à l'ordre du jour, ou pas plus, pardon, qui est en tout cas moins plébiscitée actuellement, c'est la situation de la climatisation. Alors, je vais aussi très brièvement traiter la question. Ce n'est pas une solution en soi, a priori, pour différentes raisons. Il y a un certain nombre d'arguments qui montrent qu'on peut essayer de la limiter. Il faut essayer de la limiter pour essayer d'éviter de retomber sur des impacts qui pourraient être, du fait de l'utilisation, qui pourraient être préjudiciables d'une manière globale. Globalement, quelques éléments, quelques arguments. L'utilisation de la climatisation va augmenter les consommations en énergie, va augmenter aussi l'impact ou avoir un impact sur l'effet de serre, notamment via l'utilisation de gaz frigorigènes. Il peut avoir également un impact acoustique, notamment en milieu urbain avec l'utilisation de compresseurs qui peuvent être bruyants dans certains cas. Il peut avoir aussi des nuisances visuelles. Il peut avoir des problèmes sanitaires dus à un manque ou une mauvaise maintenance ou un mauvais entretien de la climatisation. Mais surtout, si on revient sur le confort estival, on n'est pas sûr qu'avec cette solution-là, on atteint le confort souhaité. Clairement, je pense que vous avez tous eu le cas de figure où la régulation était telle de la climatisation qu'on avait plus froid à l'intérieur que souhaité. Et donc, on avait une sensation d'inconfort froid dû à une mauvaise régulation, une mauvaise utilisation de la climatisation. Donc, la climatisation ne résout pas les problèmes et peut engendrer éventuellement d'autres problèmes de manière globale. Alors, par contre, qu'on soit bien clair, je ne dis pas forcément qu'il s'agit d'interdire la climatisation, puisque dans certains cas, elle est essentielle. On peut parler des hôpitaux, des pièces refuges dans les EHPAD, mais il me semble qu'il est important, en tout cas, de freiner la toute climatisation et d'essayer de trouver des situations, des systèmes, des solutions alternatives permettant de limiter son utilisation. Et la plupart du temps, et on va le voir, je pense, au fur et à mesure de notre présentation, qu'on peut essayer de limiter cette utilisation. Alors, comment on peut faire? On a quelques idées. La première chose, c'est avant d'essayer de diminuer la température de l'air, on peut essayer d'éviter d'avoir une surchauffe, de constater une surchauffe de l'air ambiant, en adoptant en tout cas des stratégies de confort qu'on va dire passives. Alors,
il y a des solutions, mais pour que les solutions soient adéquates et soient bien dimensionnées et aient des bonnes performances, on va avoir besoin de bien estimer, de bien les mettre en corrélation avec l'inconfort ou le confort des habitants. Et donc, il faut estimer ce confort et cet inconfort. Et c'est bien le début de mon propos qui va être comment on peut prendre en compte ces conditions de confort, comment on peut les estimer, les évaluer, les mesurer, avec quelle approche, quels outils, et in fine, du coup, et on y reviendra sur la grande majorité de nos interventions, sur les solutions à mettre en œuvre pour atteindre ce confort. Alors, première étape, forcément, c'est définir ce qu'est le confort thermique. Alors, il y a différentes définitions. J'ai pris juste une seule, celle de la norme ISO 7730, qui définit le confort thermique comme un état d'esprit qui exprime une satisfaction de son environnement. Alors, il y a plusieurs variables qui vont interpréter, qui vont permettre d'avoir un avis sur le confort. On connaît tous et on prend tous en compte la température de l'air intérieur, qui est donnée par notre thermomètre. Mais cette température c'est une donnée limitée, puisqu'on a d'autres variables qui vont entrer en compte dans cette définition. En gros, il y a 3 types de variables. Les premières, ce sont les variables climatiques qu'on sait mesurer, qui dépendent du climat, du bâtiment, des systèmes. On a clairement la température de l'air, on a également la température moyenne de rayonnement, l'humidité relative ou la vitesse de l'air. Donc ça, c'est des variables qu'on peut techniquement résoudre et vous allez voir que, et vous connaissez aussi, j'imagine, que des solutions techniques peuvent permettre de maîtriser ces variables et de les estimer et de satisfaire en gros le confort des habitants vis-à-vis de ces variables. Mais si on se limite à ces 4 variables-là, on va être un peu limité pour bien définir le confort, puisqu'il y a d'autres variables, notamment les variables individuelles, qui vont être propres à l'individu, à son activité, à ses préférences, qui vont rentrer en compte dans la satisfaction ou non du confort des usagers. Alors, la première, c'est la tenue vestimentaire. On est bien conscient que si on se trouve dans une ambiance chaude avec un pull en laine col roulé, on n'aura pas la même sensation de confort que si on se situe dans la même pièce avec en t-shirt et en short, par exemple. Donc ça, c'est une variable qui doit être prise en compte pour bien caractériser le confort. L'activité aussi et le métabolisme associé va être aussi important, qu'on soit au repos ou en activité physique. On n'aura pas le même métabolisme, le même dégagement de chaleur et du coup la même sensation, les mêmes ressentis. Donc ces variables individuelles sont individuelles comme leur nom l'indique, mais elles peuvent être difficiles puisque on va faire un cas particulier pour chaque individu et certaines méthodes permettent de les prendre en compte, mais on commence à avoir des difficultés de bien les estimer, notamment en phase conception. Mais ça n'a rien à voir avec les derniers types de variables qui sont plus difficiles à prendre en compte, qui sont les préférences psychosocio-affectives. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est globalement les préférences individuelles qui peuvent être liées à la culture, à un contexte culturel ou sociologique, qui vont dépendre de la préférence d'une personne ou d'une autre, d'un confort plutôt froid, plutôt chaud, qui peut varier et qui est forcément du coup difficile à intégrer et à considérer. Alors, il y a différents outils qui permettent de prendre en compte, notamment via des études statistiques, mais clairement, on arrive sur quelque chose qui est difficile à concevoir. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui sur ces variables-là. Il faut juste savoir qu'elles existent et qu'elles peuvent influencer sur la notion et l'acceptabilité de telle ou telle ambiance par l'usager. Une fois qu'on a toutes ces variables-là, c'est bien beau, on sait définir du coup le confort, mais il faut les mettre en contexte et il faut les mettre dans le contexte du bâtiment. Alors, en contexte du bâtiment, ça veut dire quoi? Ça veut prendre en compte d'autres variables que vont être le climat, la météo, l'architecture, l'enveloppe, les matériaux, les systèmes, leur régulation. Si on combine l'ensemble de ces variables, de ces différents paramètres, et si on réalise un bilan thermique ressenti, on peut évaluer le confort ressenti, et se dire, voilà, on est a priori dans cet établissement, dans cette pièce, dans ce local, en situation de confort, oui ou non. Sinon, on a la possibilité, c'est une démarche du coup assez logique, de la boucle de rétroaction, de dire, voilà, on va jouer sur nos paramètres, notamment de conception et du bâtiment, pour améliorer, trouver des solutions pour arriver à un confort acceptable pour le bâtiment et pour les usagers dans leur bâtiment. Alors voilà, au niveau de la démarche, la façon dont prendre en compte est celle-ci. Si je dois donner des arguments supplémentaires, pourquoi prendre en compte le confort et aller plus loin qu'une démarche, on va dire, simple et pour l'instant non habituelle, qui est un calcul thermique plus ou moins basique.
Alors, le confort et donc l'usager, c'est important de le prendre en compte dans un premier temps pour satisfaire. On construit d'abord pour satisfaire un usager, une exploitation par rapport à une activité et un usage de son bâtiment. Donc, la première raison, c'est déjà de satisfaire le confort de l'usager et éviter l'inconfort. Et si l'inconfort il y a ou observer, il faut savoir le maîtriser et ou trouver des réponses pour l'éviter a fortiori. C'est le premier argument. Deuxième argument, c'est optimiser les équipements et la régulation. C'est faire en sorte qu'on ait des équipements qui soient justes, bien dimensionnés, non surdimensionnés, qui répondent aux besoins et aux attentes des usagers, qui permettent d'être régulés en fonction des besoins et des attentes des usagers. L'estimation et la mesure de ce confort-là est essentielle à cette étape-là. Ces deux premiers arguments impliquent et justifient le troisième argument, qui est la réduction des consommations. Si on maîtrise la satisfaction des usagers, l'optimisation des équipements, on a forcément, a fortiori, une réduction des consommations, au moins des réductions de consommation dues au rafraîchissement actif des locaux. Et alors, je rajoute un quatrième argument. Pour être honnête, il n'est pas directement lié au confort, mais qui est pas au confort estival, mais qui est non négligeable à mon sens. Si on prend bien en compte le confort et les usagers et leurs usages, on permet de diminuer la différence, de réduire la différence entre les consommations estimées en conception, en étude, et les consommations réelles, ce qu'on appelle le performance gap. Et plus on permet du coup d'avoir une conception qui est plus juste des besoins, plus réelle et donc plus fiable sur du long terme. Voilà quelques arguments sur l'intérêt de la prise en compte de ce confort. Maintenant qu'on sait pourquoi, comment on rentre en compte et quels sont les paramètres pour considérer ce confort, il faut maintenant l'évaluer, le mesurer. Alors pour ça, on va passer par trois axes, trois phases. La première, c'est l'obtention des variables climatiques. La deuxième, c'est la définition des données d'usage. Et la troisième, c'est l'interprétation des résultats et de la mesure. Au niveau de l'obtention des variables climatiques, qu'on soit en rénovation ou en neuf, on aura deux démarches différentes. En réhabilitation et rénovation, les variables climatiques, intérieures et extérieures, seront obtenues par la mesure. Alors, je vous ai mis ici quelques illustrations de matériel que l'on peut développer et mettre en place pour la mesure in situ. Alors là, vous avez un trépied mesure d'ambiance permettant d'avoir la température, l'humidité intérieure, la vitesse de l'air, la température de rayonnement via le globe noir. Et vous avez également différents capteurs thermohydriques qui permettent de capter la température et l'humidité dans les espaces. Les stations météo permettraient aussi d'avoir les données climatiques extérieures. En neuf, les variables climatiques elles vont être issues de deux types de ressources, on va dire. La première, c'est les fichiers météorologiques, décadaires en général, pour les variables extérieures. Alors là, première chose, c'est que, alors je le dis, mais je pense que pour moi, ça me paraît évident, mais j'espère que ça l'est aussi pour tout le monde, un fichier météorologique qui soit local, qui permettant de prendre en compte le microclimat local, les différences, les masques lointains, les spécificités locales, la proximité à un cours d'eau, etc. Donc, il y a des logiciels qui permettent d'obtenir ces fichiers météorologiques, qui permettent d'être au plus proche de la réalité observée. Et pour tout ce qui est variable climatique intérieure, on va utiliser des outils de calcul. Et pour ça, l'outil de calcul le plus fiable ou le plus précis pour ce qu'on veut faire, c'est l'utilisation de simulations thermodynamiques pour ce cas de figure. Les variables climatiques, c'est une chose. Il faut aussi différentes hypothèses, notamment l'hypothèse ou données d'usage qui sont issues de l'exploitation et qui vont être soit issues de l'exploitation en réhabilitation, soit, on va dire, prospectives dans le cas du neuf. Pour la réhabilitation et la rénovation, il y a plusieurs moyens. Je vais passer très rapidement pour obtenir ces informations d'usage, soit l'analyse déjà des rapports du produit, des DOE, soit l'interview des maîtrises d'œuvre des exploitants, soit les deux sont, enfin, on peut utiliser plusieurs outils. L'analyse des POE, donc c'est des Post-Occupancy Evaluations, c'est des audits de confort en occupation permettant de récupérer à la fois le jugement, le souhait et les préférences des occupants par rapport à un climat intérieur, mais également récupérer les usages des bâtiments de ces mêmes usagers. Et en général, on associe la démarche de POE à des données de monitoring, permettant certes d'obtenir les données climatiques, mais aussi d'avoir l'usage des équipements électriques, par exemple. En neuf, les données d'usage sont ici en général des programmes
avec une difficulté, c'est que ces programmes ne sont pas toujours exhaustifs, notamment en termes de scénarios et d'hypothèses. Et donc, il faut souvent les conforter et les consolider. Donc, c'est des hypothèses qui doivent être prises ou proposées par la maîtrise d'œuvre en général et validées par les maîtrises d'ouvrage et les exploitants. Encore une fois, toujours pour être au plus proche des besoins, des usages. Et dernière étape, une fois qu'on a l'ensemble du contexte et qu'on a représenté au plus proche, plus proche de la réalité de notre bâtiment, il faut interpréter les données, trouver les outils permettant d'interpréter le confort. Pour ça, il y en a plusieurs outils. Je ne vais pas forcément les détailler tous. Je vais présenter deux types d'outils, les principaux utilisés actuellement, qu'on retrouve à la fois dans la littérature scientifique, mais à la fois dans les référentiels et des démarches existantes. Alors, le premier, c'est l'interprétation directe des variables climatiques. La température de l'air étant la variable climatique la plus observée, puisque la plus simple à obtenir, celle qui est la plus simple aussi à estimer, à interpréter pour le corps humain. Et au final, quasiment tous les échanges de chaleur dépendent de cette température de l'air, donc permettent éventuellement d'avoir une interprétation assez intéressante. Le seul souci, c'est que, alors je dis interprétation intéressante, mais il y a un gros bémol, c'est qu'elle est seule, elle ne donne qu'une indication et elle peut être source d'erreur. Alors juste un exemple derrière, si on a un air à 20 degrés dans un bâtiment, on n'est pas forcément en situation de confort. Si on a une vitesse d'air élevée, ou si on a une température de paroi froide, ça s'appelle le phénomène de paroi froide. A contrario, si on a un air à 30 degrés, mais une gestion de la ventilation ou de la vitesse d'air raisonnable et bien correctement gérée, on peut se sentir en confort. Donc la température de l'air, c'est intéressant, c'est facile à maîtriser, à palper, mais concrètement, ce n'est pas suffisant pour bien obtenir une estimation, une évaluation du confort. Pour ça, on va favoriser plutôt une démarche via des zones de confort ou une démarche adaptative. Alors, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, vu le temps imparti, mais on va utiliser en fait plusieurs indicateurs climatiques qui sont la combinaison de différentes variables. Donc, on peut trouver la température résultante sèche, la température opérative, la température de l'air couplée à l'humidité relative. Il y a d'autres encore indicateurs qu'on peut choisir. Et ils peuvent aussi prendre en compte l'adaptation des usagers aux conditions climatiques, notamment via la température moyenne glissante extérieure, qui correspond au final à une température extérieure qui prend en compte les températures des jours précédents. Grosso modo, un autre exemple, si pendant 3 jours, une température élevée à l'extérieur, peut-être que le 4e jour, on s'est adapté à cette température élevée et qu'on a besoin d'une température, ou en tout cas satisfait d'une température assez élevée dans le bâtiment. On n'est pas obligé de rafraîchir dans ces cas-là. Donc, la température moyenne glissante extérieure permet de prendre en compte cette démarche adaptative du corps humain. Concrètement, ces différentes variables, ces différents indicateurs, on va les utiliser via différents outils. Je vous présente les deux principaux qu'on voit actuellement et qu'on retrouve actuellement de plus en plus souvent. C'est le diagramme de Givoni et les diagrammes de la norme 15251. Alors, ces diagrammes fonctionnent plus ou moins de la même façon, dans le sens où il faut que les températures, que les points de fonctionnement se situent dans des zones particulières. Après, ils ne vont pas prendre en compte les mêmes indicateurs. Si on prend le diagramme de Givoni, qui est le diagramme de l'air humide, il représente du coup la température résultante, la température sèche en fonction de l'humidité. On va retrouver nos différents points dans différentes zones, dans différents parallélépipèdes. L'objectif étant de se situer dans ces parallélépipèdes, excusez-moi. Et si on se situe par exemple dans le premier, c'est-à-dire qu'on est dans une zone de confort sans vitesse d'air. Plus on a des points qui sont dans les parallélépipèdes plus grands, une surface plus importante, plus on va se dire, voilà, il faut imposer une vitesse d'air pour être en situation de confort. Dans le confort adaptatif, sur la norme 15251, on va retrouver les mêmes types de fonctionnement. Il faut se situer dans une zone, sauf qu'on ne va pas comparer, on va comparer des indicateurs différents. Ici, on va comparer la température moyenne glissante extérieure avec la température intérieure opérative, et les zones étant plus ou moins importantes en fonction de la vitesse d'air observée. Voilà, c'est des outils qui sont relativement simples d'interprétation. Il faut juste que les points soient dans les zones. Ils sont faciles d'utilisation, rapides à exploiter, à la fois en neuf et en rénovation. Si on a de la mesure, on peut aussi les utiliser très facilement. Ils sont normés et validés par l'HRAE. Et l'avantage, c'est qu'ils prennent en compte le confort adaptatif et comportemental. L'inconvénient, c'est qu'on observe quelques dérives. Ce n'est pas forcément évident de prendre en compte l'ensemble des hypothèses et
Et on retrouve assez régulièrement des erreurs dans le calcul de la température opérative ou dans la moyenne glissante, qui sont souvent erronées, donc il faut faire attention à ça. Mais voilà, c'est en tout cas bien clair dans les documents associés respectifs, décrivant ces démarches-là. Il faut aussi avoir conscience que ces deux outils ne prennent pas en compte l'ensemble des variables de confort dont on parlait précédemment, notamment les variables psychosocio-affectives ou les variables individuelles, mais elles prennent en compte l'ensemble des autres variables. Et enfin, le petit bémol aussi à ces outils, c'est que toutes les situations ne sont pas forcément renseignées. On se situe dans des zones qui sont réduites. On est en général à 4 zones pour une même vitesse de vent. Donc, ça, c'est pour la norme 15951. Et on est au final à 4 zones au total pour Givoni. Donc, ça reste au final assez, on va dire, strict et il y a peu d'adaptation. Mais globalement, l'avantage de ces différents outils, c'est qu'ils sont plus proches et c'est des outils relativement simples à utiliser. Et vous allez voir, on les utilise nous régulièrement et ils sont assez efficaces. Une fois qu'on a ces outils, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est les utiliser et on va les utiliser pour dimensionner et pour évaluer les performances des différentes solutions qui existent, solutions techniques. Alors, on en revient du coup à la partie solutions techniques. Les solutions sont connues, les solutions pour se protéger et pour arriver à un confort estival. Alors, je les ai listées pour une grande partie ici. On peut jouer sur l'orientation et l'implantation du bâtiment. On peut jouer sur la limitation des apports internes, sur la limitation et le ralentissement de la transmission par conduction, sur les protections solaires, fixes, mobiles, contrôle solaire, et sur la charge et la décharge du bâtiment, donc la charge via l'inertie du bâtiment et la décharge via la ventilation ou la surventilation. Et je réinsiste, mais je viens de le dire, ces solutions doivent donc être dimensionnées, évaluées, en prenant en compte les outils, les bons outils pour permettre de satisfaire le confort des occupants. Alors, pour les détailler, je ne vais pas les détailler d'une manière exhaustive, chaque solution, mais on a essayé de vous les détailler via des études de cas. Et moi, je vais vous détailler un certain nombre via un cas d'étude, la conception d'une crèche et du bureau sur Gardanne, donc dans les Bouches-du-Rhône, dont on vient de livrer la phase APD il y a 2 semaines. Et on a utilisé un certain nombre de stratégies de confort estival. Alors, quelques contextes très rapides. On est sur un projet, donc maîtrise d'ouvrage privé, sur Gardanne, comme je le disais. On a un espace de plancher de 450 mètres carrés sur 3 niveaux, 2 usages, le rez-de-chaussée qui est une micro-crèche et le R+1 et R+2 qui sont des bureaux. En termes d'objectifs, on a des objectifs relativement ambitieux. On avait la volonté, parce qu'on a obtenu le niveau OR sur la démarche BDM. La démarche BDM, très brièvement, c'est une démarche bâtiment durable méditerranéen portée par Envirobat PACA, qui est une démarche de qualité environnementale adaptée au climat de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a ses équivalents dans d'autres régions et qui va travailler sur un certain nombre de piliers, énergie, confort, matériaux, SME, etc. Voilà, donc le niveau OR est le niveau le plus élevé que l'on visait et qu'on a obtenu la semaine dernière. On avait aussi une volonté d'avoir un bâtiment passif qui consomme donc le coût le moins possible, et tout ça sans climatisation et sans équipement de chauffage, avec des contraintes assez fortes, puisqu'on est sur une crèche pour une partie bâtiment, donc une population dite sensible, et une implantation dans une ZAC avec un cahier des charges très particulier, qui est assez logique, avec une orientation de la façade principale dépendant de la route. Et donc là, vous avez la façade principale qui est une façade sud qui donne sur la route. Donc c'était une contrainte relativement importante dans notre cas de figure. On a usé différentes stratégies. La première, c'est d'utiliser de l'inertie pour se protéger ou pour arriver au confort estival. L'inertie, en définition, c'est permettre à la structure de stocker l'inertie permet de stocker de l'énergie et de la restituer sur une période plus ou moins longue. Pour ça, on utilisait déjà les matériaux, et principalement les matériaux. Donc, à la fois, on avait une structure bois avec des murs à ossature bois, isolation laine de bois. Et pour avoir l'inertie dans le bâtiment, vu qu'on avait des parois intermédiaires légères, on a mis en place des planchers hauts, bas et intermédiaires en béton.
Et pour pouvoir permettre de capter l'énergie et la restituer facilement, on a opté pour une solution en béton apparent pour les sols et les plafonds. Comme ça, on avait accès au final à notre charge thermique assez facilement. Alors, c'est clairement pas le cas dans toutes les pièces, mais on a essayé d'optimiser, en tout cas de favoriser cette stratégie. En termes de résultats, la stratégie a payé, puisque vous voyez ici l'évolution des températures pour une pièce, un bureau situé au nord-est, à la mi-juin. On voit qu'au final, la température de bureau, donc qui est en vert, varie très peu et très stable sur la journée étudiée, quels que soient les apports internes, notamment le pic d'apport solaire en début de journée, quelle que soit la température extérieure, notamment à l'heure de midi ou en tout cas après 14 heures, et quels que soient les apports internes que l'on va trouver dans cette salle précisément. Donc la stratégie paye, mais elle n'est pas seule pour permettre d'être en confort estival. On l'a associée à différentes autres solutions, notamment la protection solaire. On avait 3 types de solutions de protection solaire. La première, c'est qu'on a mis en place, on a mis l'ensemble des baies en tunnel à 30 cm du nu extérieur, permettant du coup d'avoir une protection solaire due à l'épaisseur de la paroi. On a mis aussi également en place, en fonction des ouvrants et en fonction des besoins, des protections solaires fixes. Alors la difficulté, c'est qu'on avait des protections solaires qui étaient une maille qui était imposée par l'architecte, qui voulait avoir la continuité de ces lambeaux en bois sur les protections solaires. Donc on a dû s'adapter à cette contrainte-là. Et tout ça, en fait, ne nous a pas permis ça n'a pas été suffisant. Donc on a également utilisé des vitrages à contrôle solaire, permettant du coup de limiter les apports solaires tout au long de l'année, mais notamment en période estivale, tout en essayant de favoriser tout ça, en tout cas de ne pas limiter la transmission lumineuse. Donc c'était aussi un défi de trouver des bons vitrages à contrôle solaire. Et encore une fois aussi, si on limite les apports d'énergie en été, il faut aussi faire attention à ne pas les limiter de trop en hiver. Donc c'était un défi aussi dans ce projet-là. Et autre difficulté, c'est que, ça je crois que Jean-Marie en parlera par la suite, l'une des difficultés, c'était aussi de faire attention et de prendre en compte le confort visuel, ne pas détériorer le confort visuel en protégeant, en essayant de limiter les apports internes, puisque si on n'atteint pas une autonomie lumineuse suffisante ou satisfaisante dans le bâtiment, le risque, c'est d'avoir les lumières qui vont allumer avec une consommation d'énergie plus importante et aussi, surtout, des apports internes aussi conséquents. Donc voilà, donc ça c'était aussi une difficulté, mais ça a payé, ça a fonctionné. Ce que vous voyez sur deux exemples, donc sur une paroi, sur un bureau pardon, au niveau du sud-ouest, on voit qu'on a réussi à limiter les apports solaires. Donc vous voyez ici en jaune, en période estivale, pour l'espace au sud. Et au nord, on a réussi à la fois à limiter les apports estivaux, mais également à faire en sorte de maximiser les apports en hiver, donc de ne pas les freiner si possible dans ce cas de figure pour limiter les besoins en chaud. Encore une fois, ce n'était pas suffisant. On a donc utilisé la ventilation et la surventilation pour nous aider à rafraîchir ce bâtiment, à le décharger via la prise en compte de l'aération, suivant des conditions spécifiques. Donc l'aération, c'est l'ouverture des fenêtres, maximum 2 volumes heure. Et la surventilation nocturne, alors on peut y revenir si vous voulez dans les questions, mais pour l'instant, on n'a pas décidé, on a proposé différentes solutions, mais ça n'a pas été statué, soit mécanique, soit naturelle. Dans tous les cas, on l'a estimé à 4 volumes heure suivant les conditions climatiques. Et l'ensemble des équipements sont dimensionnés pour pouvoir répondre en ventilation mécanique. Le gros souci de la ventilation mécanique, c'est la consommation du coup des ventilateurs associés. Donc si on peut s'en passer, pourquoi pas? Enfin, ce serait préférable, mais ce n'est pas forcément évident en termes d'usage. La stratégie a également payé. Vous voyez ici, sur la semaine la plus chaude, la salle de réunion avec un port interne important. On voit qu'on diminue à la fois les maximums de température, entre 3 et 4 degrés, et on augmente l'amplitude de température entre le jour et la nuit, passant de 1,5 à 3,5 degrés, la semaine la plus chaude. Mais vous voyez, si on regarde ici la salle de réunion, fort rapport interne, on voit qu'on est encore sur une température relativement haute. Et c'est pour ça qu'on a du coup dû utiliser une autre stratégie spécifique à certains espaces. Et on l'a vérifié via nos outils, notamment le diagramme à la norme 251, pardon, qui nous a montré qu'au final, on avait 95% du temps, on était en condition de confort, même sans vitesse d'air, mais que si on voulait être à 100% du taux de confort dans cette pièce-là, il fallait mettre en place une vitesse d'air
à hauteur ici de 0,5 mètres secondes. Donc, on peut aisément obtenir avec des brasseurs d'air. C'est ce qu'on a donc préconisé dans les pièces qui présentaient un problème. On a également fait des études de sensibilité. C'est ce qu'on fait en général. On fait ce qu'on appelle des crash tests un peu, voir un peu si notre bâtiment peut fonctionner convenablement avec des scénarios d'usage ou de température ou de météorologie différentes. Donc, on a fait une étude de sensibilité caniculaire et on a remarqué que si on prend en compte les valeurs de la canicule de 2003, notre bâtiment, il y avait un certain nombre de pièces qui étaient en situation d'inconfort. C'est pour ça que pour se prémunir et pour anticiper les évolutions de température, on n'avait pas forcément le budget pour mettre en place des brasseurs d'air partout, mais on a préconisé la mise en place d'attentes électriques pour la mise en place des brasseurs d'air pour que, en fonction des problématiques qui seront potentiellement observées au fur et à mesure de la vie du bâtiment, la solution soit assez simple. Il suffira juste de brancher un brasseur d'air pour arriver dans des conditions de confort optimales. Voilà, en conclusion, sur ce bâtiment-là, les différentes stratégies que je viens de vous présenter nous a permis d'avoir un bâtiment passif inférieur à niveau passif plutôt, avec des besoins inférieurs à 15 kWh d'énergie primaire par an, d'énergie utile pardon, par an, des besoins en froid nuls puisqu'on n'a aucun système de rafraîchissement actif, des consommations d'énergie primaire faibles, 90 kWh par mètre carré par an, un niveau réglementaire E3C1, et surtout un nombre d'heures d'inconfort nul, quel que soit l'indicateur qu'on prenait, JIVODI, norme 15251 ou les indicateurs réglementaires. Donc, les objectifs sont atteints pour ce niveau-là et c'est aussi pour ça qu'on a obtenu encore une fois le niveau OR la semaine dernière. En termes de synthèse, je vais finir là-dessus. Globalement, mon discours était sur… alors, c'était assez rapide, je le conçois, mais l'idée, c'est de devoir, pour une bonne rénovation, une bonne réhabilitation ou une bonne conception, pour moi, il est essentiel d'utiliser les bonnes méthodes et les bons outils. La température intérieure de l'air n'est pas suffisante. Je vais présenter quelques outils permettant d'aider à une meilleure estimation des situations de confort. Et une STD justifiée et robuste est essentielle, avec des bonnes hypothèses qui sont valorisées et qui sont validées par l'ensemble des acteurs, maîtrise d'ouvrage, exploitants. Les stratégies, les solutions, on les connaît, elles sont nombreuses, il faut les combiner et il faut surtout les évaluer, les dimensionner, puis les évaluer avec des indicateurs de confort pertinents, comme je disais. Et enfin, alors c'est une petite ouverture, mais c'est essentiel et c'est vraiment une difficulté qu'on peut retrouver assez régulièrement. Il faut faire attention que si on traite le confort thermique, il ne faut pas oublier d'autres conforts, notamment le confort visuel, qui peut être non négligeable en termes d'interaction et d'impact sur le niveau de performance et la qualité du bâtiment. Voilà, très rapide. J'espère en tout cas que j'ai répondu à un certain nombre de questions. Et si vous en avez d'autres, je suis disponible. Eh bien oui, il y en a d'autres, des questions. Du coup, moi j'en ai noté et puis j'en ai reçu quelques-unes aussi. Donc, la première, c'était combien de temps prend une étude? C'est difficile à répondre, ça dépend de la relation, du cahier des charges qui a été établi. Ça dépend déjà du cahier des charges dans un premier temps, qui a été établi en amont par la maîtrise d'ouvrage ou les assistants à maîtrise d'ouvrage. Si on a toutes les hypothèses, ça peut aller relativement simplement. Après, ça dépend aussi du consortium, des difficultés qu'on peut avoir sur le chantier. C'est très difficile à estimer. Pour moi, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle suivant le niveau aussi de difficulté qu'on observe. Non, je n'arriverai même pas à donner une estimation, pour être honnête. Là, sur ce projet de Gardanne, on a poussé très très loin. Il y a eu des difficultés importantes, notamment des difficultés. On a été en zone sismique. Donc, Saturbois, un zone sismique avec des planchers béton, c'était difficile à prendre en compte. Les ponts thermiques ont été étudiés aussi de manière précise pour limiter les déperditions. Donc, on a fait une analyse en éléments finis à chaque fois. Donc là, on a poussé l'étude très loin. Donc, ce n'est pas une référence en termes de temps de conception. Ouais. Et dans les études, vous prenez quel scénario d'augmentation de température? Parce qu'au début, tu disais, voilà, un bâtiment, ça dure des années, il faut voir quel scénario on prend. Du coup, est-ce que c'est aussi en fonction de l'étude, des demandes? Est-ce que vous prenez plutôt à 10 ans ou à 30 ans le scénario? Il y a deux approches. La plus commune, c'est utiliser des scénarios caniculaires.
Ouais. Donc, notamment, c'est le scénario de 2003 qui reste la canicule qui a duré le plus longtemps. Donc, c'est souvent les valeurs réelles de 2003 qui sont utilisées. Mais nous, régulièrement, on utilise aussi les scénarios du GIEC, donc qui prennent en compte l'évolution des températures. Donc, j'en ai présenté un tout à l'heure, les résultats d'un, mais on peut, avec différents logiciels, les obtenir pour une localisation précise. Donc, il y a 3 scénarios et en général, on prend l'extrême. Donc, c'est des scénarios qui augmentent la température moyenne, mais qui n'ont pas forcément de canicule, de moments caniculaires dans l'année. Donc, c'est 2 approches différentes, c'est complémentaire. Les 2 approches sont complémentaires. Mais par défaut, en général, c'est minimum le scénario caniculaire de D'accord. 2003. Ensuite, il y avait aussi un doute sur les températures moyennes de rayonnement. À quoi ça fait référence, la température de rayonnement? Est-ce que ça prend en compte la température des parois C'est aussi? ça, c'est exactement. C'est en fait tout le rayonnement qu'il y a dans une pièce, elle est obtenue globalement par un globe noir. Donc c'est tout le rayonnement issu principalement des parois, mais ça peut être aussi des surfaces, toutes surfaces qui sont visibles par le globe noir. Donc ça peut être éventuellement les équipements, si le bâtiment est équipé, et le mobilier, les vitrages. Voilà, c'est tout le rayonnement reçu par le globe noir de la pièce étudiée. Ok. Ensuite, c'était au niveau des solutions. Est-ce qu'elles sont hiérarchisées, ces solutions, et c'est quoi enfin, de quelle manière elles sont hiérarchisées, quoi? Euh, pour moi, elles ne sont pas forcément hiérarchisées, puisque ça fait un tout, ça dépend des projets. Après, il y a des solutions qu'il faut prendre en compte dès le plus tôt possible, notamment en ce qui concerne l'inertie. L'inertie, c'est le principe constructif qui va être éventuellement remis en cause et qui a des conséquences non négligeables sur d'autres corps de métier et sur l'économie aussi du projet. Donc ça, on va dire, c'est la première à considérer, à étudier, à prendre en compte. Après, l'orientation et l'implantation, pareil, hein, ça c'est le geste aussi de l'architecte, hein, éventuellement conseiller si besoin. Donc, ce sont les premières solutions. Les apports internes, c'est un peu une difficulté puisque les apports internes, c'est en général en conception neuve, c'est des hypothèses qui viennent comment dire, de la maîtrise d'ouvrage et donc qui seront réalisées, qui seront vérifiées que si la maîtrise d'ouvrage, entre guillemets, respecte, mais en tout cas peut respecter ses apports internes, notamment en termes d'équipement, de dissipation d'énergie électrique, etc. Et après, non, il n'y a pas sur les protections solaires, sur la surventilation. Pour moi, je ne vois pas forcément de hiérarchie entre les différentes solutions. Ouais. Et là, c'est sur le vitrage à contrôle solaire. C'est comment équilibrer euh, la protection estivale et les apports utiles en hiver quand on est, parce que là, on a vu l'exemple dans le sud. Ouais. Quand on est en région moitié nord ou centre de la France, c'est un peu, ça doit être différent. Donc, Ouais, ça, je suis d'accord. Il n'y aura pas, il y aura pas un impact aussi important. Effectivement, là, alors ça dépend des vitrages qu'on trouve et de ce qu'on souhaite. C'est le contrôle solaire associé, pour moi, c'est le contrôle solaire associé à la protection solaire fixe ou mobile qui permettent vraiment de gérer les apports internes. Les apports solaires, pardon. Mais je suis totalement d'accord qu'effectivement, c'est les contrôles solaires dans la région nord, là où nous sommes, il y aura clairement un impact totalement différent. À tester. Là, sur ce projet-là, le contrôle solaire, l'impact sur le besoin de chaud était plus faible que l'impact sur le besoin de froid. Donc, on y allait. Mais clairement, je n'aurais pas la même conclusion si j'étais sur un projet, si la crèche se situait sur Tours ou autre. Donc, ça, je suis d'accord. C'est à tester. Il n'y a pas de... Pour moi, dans tous les cas, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle idéale. C'est un ensemble de solutions qu'il faut tester en fonction des contraintes que l'on a, des sollicitations, des objectifs et des choix qui ont déjà été réalisés par le coup de crayon de l'architecte, par des choix de dispositions, enfin de structures qui ont été réalisées au préalable, de contraintes d'un aménageur, etc. Donc voilà, c'est pas ouais, pour moi, il n'y a pas de solution sur l'étagère simple et qui sera efficace dans tous les cas. ouais, c'est sûr. Ensuite, alors, les brasseurs d'air sont conçus ou réglés pour brasser de l'air à quelle vitesse environ, au-delà d'une température maximum de confort ou par commande manuelle? Ah, est-ce qu'ils sont automatisés, c'est ça?
Alors, la vitesse d'air, c'est un gros souci. On a définir avoir les caractéristiques des performances des brasseurs d'air, c'est un gros souci. On est en train d'essayer de mettre en place un projet de recherche pour tout vous dire sur le sujet, financé par l'ADEME. Donc, je ne saurais pas vous répondre concrètement encore, peut-être dans 2-3 ans, lorsque le programme aura été à son terme. Mais globalement, les premières observations et les premiers retours de la littérature montrent, comme souvent les données constructeurs, que la vitesse qu'on donne, elle est souvent supérieure à 1 mètre seconde. Mais concrètement, pour avoir étudié travaillé avec notamment l'Université de La Réunion, qui observe depuis longtemps les brasseurs d'air et leurs performances, ils remarquent très rarement, en fait, ils ont du mal en tout cas à observer des températures supérieures à 1 mètre seconde. Et s'ils observent, c'est vraiment au plus haut, au maximum de la vitesse d'air, et c'est pas c'est pas réparti sur l'ensemble de la pièce. Bon. En général, nous, on préconise, en tout cas, on prend en compte déjà un bon calpinage des brasseurs d'air, mais maximum une vitesse d'air à 1 mètre seconde. Comme ça, on est sûr, ou en tout cas, on se protège un peu, on prend une marge de sécurité pour ne pas surestimer les performances des brasseurs d'air. Après, sur l'automatisation, on est plutôt pour des solutions low-tech. Donc, éviter les capteurs, les protections mobiles aussi. Alors, c'est nécessaire souvent, mais protections mobiles automatisées, puisque lorsque ça tombe en panne, l'utilisateur, du coup, n'a plus la main. Il y a aussi des retours qui peuvent être négatifs sur le comportement de l'usager via des situations d'automatisation. Donc, en général, nous, on essaie de limiter le high-tech. Et il y a aussi, alors, dans le programme de recherche qu'on est en train de mener, qu'on va commencer bientôt, j'espère, le comportement et l'attitude et l'étude sociologique va être réalisée, mais a priori aussi, d'après les premières études, la prise en main de la vitesse d'air par l'usager est appréciable et contribue au confort et à la sensation de confort. Donc voilà, donc, a priori, à la fois le côté low-tech et à la fois les retours sur les études sociologiques montrent qu'il vaut mieux mettre en place un contrôle manuel de la vitesse d'air avec les positions habituelles qu'on trouve des brasseurs entre 1 et 3 de manière classique. Ok. Du coup, il y a encore quelques questions, mais je pense qu'elle pourra être regroupée après l'intervention de Jean-Marie. Est-ce que Tanguy, tu peux donner la main à Jean-Marie et le maître animateur pour qu'il puisse partager sa présentation? C'est bon. Alors, normalement, ça doit marcher bien. On va voir. Hop. Voilà. Alors, il faudra juste me dire si ça fonctionne. Ouais, c'est bon. Merveilleux. Merveilleux. Alors, donc, je profite de cette diapo d'introduction juste parce qu'il y a plein de logos, qui sont utilisés aujourd'hui. Alors, moi, j'utilise un fonds de présentation Genatis. Donc, Genatis, c'est la marque commerciale qu'on a créée pour mettre en avant les solutions qui font appel à ce qu'on a appelé la gestion des énergies naturelles pour l'entreprise Bluetech, qui elle-même fait partie du groupe Soprema. Alors, j'ai vu des questions sur la végétalisation de toiture. J'essaierai de donner quelques pistes dans une diapo que j'ai mis à la fin en mettant comment aller plus loin, parce que ça va être difficile C'est un webinaire qui est à la fois long mais court, donc difficile de balayer toutes les solutions. Donc moi, je vais rester concentré sur la partie, la marque Genatis, donc qui est dans la continuité de la présentation de Tanguy, sur un certain nombre de points, de types de solutions qu'on propose, avec des produits, leurs solutions d'automatisation et le dimensionnement. Donc on travaille main dans la main avec les bureaux d'études thermiques pour proposer des solutions adaptées en fonction du climat, des types de bâtiments qui sont tous uniques et qui parfois nous donnent du fil à retordre, mais on arrive toujours à trouver des solutions. Donc les thèmes sur lesquels on travaille, c'est tout cela. Donc moi je vais parler de 3 références chantiers, donc on ne va pas tout balayer, aujourd'hui ça serait bien trop long. Donc la lumière naturelle, la ventilation naturelle, l'ombrage, fixe ou mobile. On travaille aussi sur la déstratification thermique, donc avec les grands ventilateurs dont Tanguy parlait, et c'est vrai que on a besoin d'un référentiel technique pour mieux
dimensionner, mieux appréhender leurs performances. Mais on a déjà la possibilité d'en utiliser. Le rafraîchissement par évaporation, donc ça je vais en parler, et puis après on a une activité autour des façades bioclimatiques, à la fois les parties ouvrantes et le pilotage. On travaille sur des systèmes de pilotage et d'automatisation, parce que c'est vrai que ça reste quand même, c'est incontournable, même si il y a toujours des risques, donc on en parlera sur les capteurs, la maintenance et ainsi de suite. Et puis on a une activité de diagnostic et d'installation pour tout ce qui est rénovation de bâtiments, donc plutôt la partie adaptée, venir corriger des pathologies ou rénover un bâtiment sur certaines parties, certains thèmes qui sont présentés ici. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous parler de 3 chantiers références. Alors, le premier, ça va être un chantier qui parle à la fois d'ombrage et de lumière naturelle, les deux en même temps. Et puis, un autre chantier de ventilation autour de la ventilation naturelle. Et enfin, un dernier pour le rafraîchissement par évaporation. Alors j'ai mis des flèches parce que ça correspond à la manière dont on travaille quand on étudie un bâtiment, quand on nous demande notre avis et quelles solutions on peut apporter. On travaille en règle générale en regardant d'abord la lumière et l'ombrage, pour éviter d'avoir les apports solaires qui rentrent. Puis, pour les évacuer, on étudie le bâtiment au niveau de la ventilation naturelle. Donc, comme disait Tanguy, on dépend beaucoup d'éléments externes pour ce dimensionnement ventilation naturelle. Et si on n'arrive pas, on peut rajouter des systèmes de rafraîchissement par évaporation qui sont adaptés à différentes situations. Et tout ça, on vient, alors j'ai vu un commentaire, c'est un collègue qui a fait le commentaire, mais c'est vrai que il y a un intérêt de travailler sur toutes ces solutions-là et qui a été esquissé par Tanguy, c'est de lutter aussi contre les îlots de chaleur urbains, puisque éviter d'utiliser la clim et d'utiliser toutes les solutions passives qu'on a pu évoquer et d'autres, ça permet de lutter contre cette élévation de la température qu'on a dans les villes l'été, notamment dû aux surfaces noires qui font de l'accumulation de chaleur, et aussi la présence de climatisation qui refroidit l'intérieur, certes, mais réchauffe aussi l'extérieur. Tous ces systèmes-là, il reste quand même toute cette, je remets toujours la dimension pilotage, automate et aussi monitoring de bâtiments pour avoir des retours d'expérience. Donc c'est grâce à ces systèmes d'automate et de monitoring qu'on peut avoir les retours d'expérience que je vous présente aujourd'hui. Alors le premier, donc, c'est éclairage naturel et ombrage, donc avec Guy Cotten, qui est une usine située donc en Bretagne. C'est une usine qui fabrique des vêtements de mer, c'est une marque assez connue. Et donc c'est l'extension, c'est la création d'une nouvelle usine sur leur site industriel. Nouvelle usine avec des objectifs de performance énergétique et de confort. Donc l'approche qu'on a eue, alors j'en profite aussi pour faire un petit lien sur un référentiel qu'on utilise beaucoup, c'est la norme 17037 qui s'appelle l'éclairage naturel des bâtiments, qui donne un certain nombre de pistes. Alors l'objectif, globalement, c'est de sortir d'une impression ou alors de l'absence de lumière naturelle pour aller vers une expérience réelle d'éclairage naturel dans les bâtiments. Alors cette conception architecturale, elle n'est pas facile à faire, donc on a besoin d'indicateurs, et cette norme 17037 fournit des indicateurs pour avoir des bâtiments qui donnent une sensation de lumière naturelle, et grâce à cette sensation de lumière naturelle, on va en tirer des bénéfices sur la santé, sur la productivité, et un bien-être qui contribue au confort. Alors évidemment, il y a aussi dans cette norme les critères sur l'ombrage. Donc c'est pour ça que je l'évoque à ce moment-là, puisque on parle de lumière, mais aussi de se protéger contre les effets de trop de lumière et trop de chaleur. Alors ce chantier, donc Guy Cotten, j'aime bien commencer par ça, parce qu'en fait, à l'origine, donc le premier schéma que vous avez à l'écran, c'est le plan du bâtiment tel qu'on l'a reçu quand l'architecte et le bureau d'études thermiques nous a demandé un avis. Enfin, on a eu l'occasion de donner un avis à ce moment-là. Alors, on voit qu'il y avait uniquement le désenfumage, donc ça, c'est le plan de toiture. On voit les tout petits exutoires de désenfumage qui amènent très peu de lumière naturelle.
Et en plus de ça, il y avait eu donc un calpinage de l'installation photovoltaïque qui venait rajouter de l'ombre dans une zone qui était déjà un peu en second jour, donc était déjà assez défavorisée en lumière. Donc on a fait cette étude cumulée avec les indicateurs de la norme EN 17037 pour proposer à la fois un calpinage du photovoltaïque qui nous permet d'installer de la lumière naturelle, et puis un ensemble d'éléments pour venir ramener de la lumière naturelle dans ce bâtiment, avec une quantité un peu plus importante de lanternes. Alors, nous, la démarche qu'on a, c'est d'utiliser un logiciel du commerce sur lequel on a déjà beaucoup travaillé. On a un retour d'expérience, puisqu'on a pu, notamment grâce à ce chantier, comparer théorie et résultat final une fois le bâtiment construit. Donc là, on voit la simulation, donc le modèle 3D du bâtiment équipé de ces éléments d'éclairage naturel et d'ombrage cumulé. Alors le principe de ce produit d'ombrage, hein, c'est un ombrage fixe, mais comme on est sur le toit, on s'amuse. Disons qu'on a une orientation du brise-soleil fixe vraiment côté sud, et ça fonctionne un peu comme des sheds, c'est-à-dire que la lumière diffuse est collectée le plus possible côté nord et est-ouest par les côtés. Par contre, côté sud, on arrête la lumière, les apports solaires d'été, avec un facteur solaire qui est très bas. Et en jouant avec cette orientation de l'ombrage, on arrive à optimiser justement ce que montrait Tanguy, c'est-à-dire les apports d'hiver, on a quand même de la lumière d'hiver, et par contre l'été, on vient vraiment limiter les apports pour ne pas pénaliser le confort. Donc les simulations, alors c'est un peu technique, je suis désolé, mais l'indicateur de la norme, donc c'est ce qu'on voit dans le tableau à gauche, c'est le facteur lumière du jour, qui est un indicateur qui est très utilisé dans différents labels, BREEAM, LEED et aussi d'autres labels. On attend l'ARE 2020 pour savoir quels sont les indicateurs, mais enfin voilà, c'est le facteur lumière du jour est généralement l'indicateur le plus utilisé. Et vous avez à droite une carte du résultat avec la répartition. Donc il y a un mélange de l'effet des fenêtres et de l'effet de tous les lanterneaux qu'on a mis sur le toit pour amener une répartition satisfaisante et surtout une quantité de lumière en été et en hiver qui va faire qu'on se sent bien dans ce bâtiment. Alors en image, ça donne ça, donc sur le toit, donc c'est sûr que il y a une belle surface installée. Alors ça paraît impressionnant comme ça, mais c'est pas s'il y a des bâtiments qui sont avec plus de surface vitrée. Hein. Et à l'intérieur, donc bâtiment vide, on voit en dessous donc la photo avec une combinaison d'éléments sur le toit qui viennent amener la quantité de lumière et un calpinage en fait de petites fenêtres qui donnent une vue sur l'extérieur qui est vraiment important parce que sans la vue sur l'extérieur, on n'a pas cette sensation de lumière naturelle. Et là, on a des fenêtres qui sont, c'est pas tout vitré, mais c'est suffisant pour donner à voir aux gens qui travaillent, qui vont travailler, puisque là le bâtiment est vide, sur cette photo, les gens qui vont travailler dans ce bâtiment, de leur donner une vue sur l'extérieur. Alors on a la chance d'avoir des images, donc ça c'est l'usine précédente de Guicoten, donc c'est une vidéo, c'est une image qui est tirée d'une vidéo qui est sur YouTube, hein, où on voit donc l'ancien bâtiment. On voit bien qu'il y a quelques fenêtres et on voit que la lumière ne rentre pas loin dans ce bâtiment. Et voilà le résultat de l'ambiance de travail après sur la nouvelle usine. Alors sur cette image, je n'ai pas le détail, mais je pense qu'il y a un peu de lumière artificielle. Donc ça permet de faire le lien avec l'automatisation. Je voulais en profiter de cette image-là parce que effectivement, il faut bien penser à piloter l'éclairage artificiel quand on fait de l'éclairage naturel, parce que autrement, on oublie d'éteindre la lumière artificielle et on peut se retrouver à ne pas avoir les économies d'énergie si on ne pilote pas, parce qu'en fait, s'il y a quelqu'un qui est chargé de penser à éteindre la lumière, il ne va pas le faire de lui-même. Je pense qu'il a, en tout cas c'est ce qu'on voit couramment dans les référentiels sur la performance énergétique du bâtiment, c'est quand même plus performant si on fait de la gradation ou du pilotage en tout ou rien des rampes d'éclairage. Alors le résultat suivant la norme, donc ici c'est un recoupement entre des mesures et la simulation. En fait, le facteur lumière du jour obtenu par mesure sur le chantier est
Il y a moins de 10% de différence entre ce qu'on a mesuré et ce qu'on avait simulé. Donc on a un très très bon retour par rapport à la simulation. Et en plus, le bâtiment, il faut mesurer, est conforme à la norme européenne. Donc c'est déjà un exploit d'avoir cette conformité, parce que c'est assez exigeant, mais on a donc un bâtiment qui va être bon pour la santé des gens qui y travaillent. Donc voilà pour cette première référence. Alors je regarde le timing parce que ça va. Julia, tu as coupé le micro. Toi, tu reprends tu lances la séance de questions à 20, non, c'est ça? À 15h20, à peu Ouais, près? 15h20, 15h, oui, 15h20, 15h25. Ouais, T'inquiète, ok. on est Non, mais bon. c'est bien. C'est bon, on est bon. Je préfère m'assurer. Euh, Donc la deuxième référence, ça fait la suite, hein. Si on a des bâtiments avec des apports solaires qui sont quand même importants ou une zone climatique qui nécessite, on peut venir rajouter donc de la ventilation naturelle. Alors là, en l'occurrence, donc notre référence chantier, euh, c'est donc une agence commerciale de Soprema qui est située à Poitiers, qui est un bâtiment à énergie positive, qui est équipé de photovoltaïque et qui a été conçu dans la même philosophie de ce qu'a présenté Tanguy, vraiment pour limiter les apports et les consommations énergétiques. Et donc on a fait une conception de lumière, ça je ne vais pas rentrer dans le détail sur la lumière naturelle puisque j'en ai parlé avant. Par contre sur la ventilation naturelle, on n'avait pas, donc je vais vous montrer pourquoi, mais on n'avait pas suffisamment de connaissances sur la ventilation naturelle à l'époque, donc on a fait quelques erreurs et bon, c'est intéressant de mettre le doigt dessus. Mais par contre, on a des bons résultats puisque le bâtiment est instrumenté complètement et donc on a un accès en temps réel aux résultats et même au débit de ventilation. Alors une présentation, alors je suis désolé, je l'avais fait à l'ancienne mode, donc en écrivant sur un plan, mais donc on a toute la zone grise à droite, en fait, c'est le stock, donc qu'on a ventilé avec en ouvrant une porte sectionnelle qui est sur le côté du bâtiment et des lanterneaux sur le toit. Donc c'est piloté par la GTB. Et puis on a la partie à gauche qui est ventilée. Alors c'est une zone avec des étages. Et donc on ouvre des fenêtres qui sont motorisées situées dans le patio qui est au centre. Là on voit un petit carré blanc, c'est un patio. Et on ouvre sur le toit à nouveau des lanterneaux qui sont sur le toit du R+1 dans une salle de réunion. Donc la partie bureau, donc voilà ce que je disais. Alors on a un patio. Alors en fait le problème du patio, c'est que pour faire une entrée d'air, quand il y a du vent, ça marche pas parce que le vent a tendance à mettre le patio en dépression et donc on n'a pas obtenu. Il y a du débit d'air, il y a un taux de renouvellement d'air, mais c'est vrai que depuis la réalisation de ce chantier, on a progressé sur l'analyse de l'implantation d'un bâtiment dans le vent, notamment dans son quartier. Et on sait que maintenant, il y a des choses à éviter. Et ça, c'est en faisant aussi qu'on apprend. Et donc, ça a été un support pour se rendre compte que c'était une bonne idée au niveau fonctionnement, parce que un patio, c'est fermé. Donc, quand on ouvre des fenêtres, c'est bien au niveau sécurité. Mais par contre, au niveau débit de ventilation, ça pourrait être mieux. Donc, on voit sur le toit, avec les flèches oranges, l'évacuation de l'air chaud de la salle de réunion, qui est vraiment la pièce la plus chaude de tout le bâtiment, puisqu'elle est un peu vitrée et surtout, elle est dans un point haut. Alors, je vous ai mis une courbe pour vous illustrer donc l'acquisition, le fait qu'on ait accès aux données en temps réel. Donc, on a un point toutes les 10 minutes. Donc, là, en vert, on a la température à l'intérieur de la salle de réunion. Et en jaune, on a les moments où la ventilation naturelle est ouverte dans les bureaux. Alors, on ouvre, en fait, on voit en fin de journée, et on voit la courbe verte en fin de journée. Alors, lorsqu'elle est vraiment au plus haut, on voit que l'ouverture de la ventilation naturelle vient faire chuter, et ça amorce la baisse de température l'accumulation de chaleur qu'on a eue dans la journée. Donc, en fait, ça marche. Mais on voit aussi que quand ça se referme, la pente continue à descendre. Donc en fait, on pense que voilà, on aurait pu avoir davantage de débit si on avait mis des ouvertures en façade sur les parois extérieures du bâtiment. Ça aurait été mieux d'ailleurs quand certaines personnes, certains occupants des bureaux ouvrent les fenêtres.
on voit que la courbe ne se comporte pas pareil. Donc c'est vraiment un enseignement. Alors après, il y a aussi le fait que quand on referme, la température elle continue à baisser, il y a aussi les effets d'inertie qui font que, mais c'est clair que voilà, il y a un rafraîchissement qui est amené par cette ventilation naturelle, mais on a appris à l'optimiser depuis, je pense qu'on aurait fait mieux s'il fallait le refaire. Pour la partie stock, donc vous avez une coupe ici du fonctionnement, donc une grande porte sectionnelle qui s'ouvre largement sur une des façades et l'air qui est évacué par les lanterneaux qui sont répartis du mieux possible sur la toiture. Alors à la fois donc au niveau sur la coupe verticale, on voit aussi sur la coupe vue de toiture avec une bonne répartition entre les panneaux solaires, comme pour Guicoten, de manière à, voilà, à bien avoir une répartition qui soit la plus homogène possible pour les vitesses d'air et le rafraîchissement de cette zone de stock. Alors là, on a l'avantage en fait d'avoir équipé certains lanterneaux en débitmètre. Donc c'est un bâtiment qui est assez unique en termes de, enfin pour nous, en termes d'acquisition de données, puisqu'on a à la fois des températures et des débits. Et on a aussi une station météo. Donc on a donc la courbe qui s'affiche ici à gauche. Ce sont les vitesses d'air extérieures qu'on a pu observer sur les avril, mai, juin de cette année. Donc c'est vraiment tout frais. Et on voit qu'on a, voilà, c'est en pourcentage du temps et avec donc des catégories de vitesse d'air. Donc jusqu'à 2 mètres par seconde, ce sont des vitesses assez faibles. Et on voit qu'on a quand même 40% du temps pendant lequel on a moins de 2 mètres par seconde. Donc en fait, c'est avec ces vitesses d'air-là qu'on travaille pour faire de la ventilation naturelle, pour essayer de garantir un taux de renouvellement d'air suffisant dans le bâtiment pour la qualité de l'air et le confort. Et on voit qu'il y a des moments, quand même 30% du temps, où on dépasse 2 mètres par seconde, entre 2 et 3, et ainsi de suite. On voit qu'il y a un cumulatif, mais on a le pic vraiment entre 2 et 3. Donc c'est pas beaucoup. Alors ce qu'on voit avec cette expérience de stock, c'est qu'on a les débits constatés, donc là c'est les vitesses, c'est du Moyen-Âge, si jamais il y a des questions qui sont posées, parce que je n'ai pas activé l'affichage du chat pour ne pas me perturber, on verra tout à l'heure les questions, mais là on a moyenné sur des grandes durées pour éviter d'avoir les effets qu'on constate, parce que c'est pas facile de mesurer des vitesses d'air, donc on a de l'intégration suffisamment pour que les moyennes soient bien représentatives de ce qui se passe réellement dans ce bâtiment. Et on voit qu'on a 2 volumeurs en ventilation naturelle. Donc les 2 volumeurs ici, c'est pour des vitesses d'air extérieures à moins de 2 mètres par seconde. Donc lorsqu'il y a très peu de vent ou pas de vent, on a toujours un taux de renouvellement d'air autour de 2 volumeurs. Et ensuite, plus il y a du vent, plus on monte. Et la vitesse moyenne, c'est 4 volumeurs. Donc, par rapport aux données que Tanguy présentait tout à l'heure, c'est le hasard parce qu'on n'a pas échangé nos chiffres avant et on tombe sur la même chose. Donc c'est quand même c'est intéressant. Comme quoi, voilà, les objectifs sont définis du côté de Tanguy, puis on voit que quand on réalise, on peut le faire. Donc c'est intéressant de voir que c'est possible. Donc voilà pour ce bâtiment. Alors donc c'est un bâtiment voilà, qui a été instrumenté et qui a été monitoré. Alors un petit bémol là-dessus, hein, c'est ce que disait Tanguy, il faut maintenir les capteurs, il faut surveiller que tout marche bien parce qu'on a facilement des pertes de données parce qu'en fait on ne reçoit pas forcément d'alerte, il y a tout ça nous a permis d'apprendre quand même des choses sur ces bâtiments et le fonctionnement des GTB. Donc parfois une GTB peut être en panne et on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Donc c'est important d'avoir un bon suivi en fait, hein, des GTB et des différentes alertes qui peuvent apparaître sur le bâtiment parce que sinon la performance se dégrade ou le confort se dégrade. Ça on a pu l'observer sur ce bâtiment-là. Les utilisateurs sont très contents du confort, parce qu'il n'y a pas de clim, hein, j'ai oublié de le redire, mais il n'y a pas du tout de clim. On n'est que sur une très bonne performance d'étanchéité à l'air de l'enveloppe et des isolants et de la ventilation naturelle. Et voilà, donc on a amélioré ce système de maintenance de la GTB, d'acquisition de données pour vraiment s'assurer que sur la durée de vie du bâtiment, la performance reste réelle. Et de notre côté, on a progressé depuis sur le dimensionnement des ouvrants et leur localisation sur le bâtiment pour vraiment favoriser ces 2 volumeurs, 4 volumeurs qu'on a observés sur le stock, qu'on aurait pu avoir peut-être aussi sur les bureaux, mais qu'on n'a pas finalement obtenu sur ce bâtiment. Donc une dernière référence, on est
Pas mal, il faut que je me dépêche un peu. Donc c'est une MJC, donc vraiment un type de bâtiment complètement différent, un bâtiment sur plusieurs étages. Donc je vous montre le plan tout de suite. Donc un R+1 avec un sous-sol, avec avec des bureaux, des salles d'activité, avec pas mal de pièces. Donc là, en fait, la solution de la ventilation naturelle sur un seul volume, bah, évidemment, ça ne marche pas. Donc ce qui avait été proposé sur ce bâtiment, c'est d'intégrer, alors là, j'ai un schéma de la centrale de traitement d'air, c'est d'intégrer sur la centrale de traitement d'air, sur la reprise d'air, un module adiabatique. Donc le module adiabatique, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui fait évaporer de l'eau. Et en évaporant de l'eau, on abaisse la température de l'air, alors qui est davantage chargé en humidité, mais qui est rafraîchi très nettement. On peut aller jusqu'à 9 degrés de différence entre l'entrée et la sortie de ce genre de module. Et là, l'idée sur une centrale de traitement d'air, donc au niveau du point 1, on a la reprise d'air, donc de l'air chaud à l'intérieur du bâtiment qui est repris. Il est rafraîchi, donc 9 degrés de moins environ. Et ensuite, on utilise l'échangeur de la centrale de traitement d'air pour rafraîchir l'air qui va être réinjecté dans le bâtiment. Donc il y a un échange, on utilise les capacités de la centrale de traitement d'air à ramener du frais. Et en fait, ça nous permet de rafraîchir l'air qui va être injecté dans le bâtiment, donc rafraîchir l'air neuf, d'environ 5 à 6 degrés, sans ramener d'humidité, puisqu'en fait là, l'humidité est extraite à l'extérieur au niveau du point 3. Alors, on n'a pas trop le temps de rentrer dans le détail, mais de toute façon, voilà, on a des présentations très détaillées avec des gens qui expliquent ça, qui expliquent bien le fonctionnement. Donc, on peut se connecter sur n'importe quelle centrale de traitement d'air. Le retour sur cette centrale, parce qu'elle est complètement instrumentée également, donc on voit en fait, on a l'accès en temps réel aux données aussi, et on voit des différences entre le moment où la centrale de traitement d'air fonctionne et lorsqu'elle ne fonctionne pas, c'est très net. Donc en fait, le module adiabatique, il permet de baisser la température, alors ce que j'ai dit 9, mais là en l'occurrence, on a mesuré jusqu'à 7, ça dépend des conditions climatiques hein, et d'humidité dans le bâtiment. Et on a vu que finalement, si on prend la dernière valeur, on a un module, on a un indice de performance énergétique du module adiabatique de 118. Donc 118, c'est à comparer avec, c'est un peu barbare de faire ça, mais c'est à comparer avec le coefficient de performance d'une clim qui peut être de 3, 4, 5. Donc en fait, avec peu d'énergie, on va créer beaucoup de froid. Ah, par contre, on consomme de l'eau. Donc là, le bilan sur le total du bâtiment, c'est vrai que je n'ai pas trop parlé jusque-là de bilan. En fait, on voit que la CTA elle consomme 52% de la consommation du bâtiment parce qu'elle fait le renouvellement d'air, on a des ventilateurs. Et en fait, surtout pour pouvoir rafraîchir le bâtiment, il y a un défaut de conception sur ce bâtiment, c'est qu'on n'avait pas prévu de mettre 2 volumeurs ou plus en rafraîchissement et ça pose un souci. Donc la FCTA, le ventilateur est réglé assez haut, ce qui fait qu'on consomme de l'énergie. Par contre, on a du rafraîchissement et on voit voilà, la consommation d'eau sur un an. N'importe quoi, c'est sur un mois. Sur la consommation d'eau sur ce système adiabatique pour rafraîchir une MJC complète. Donc on a un petit comparatif qui a été fait par un bureau d'études. Donc si on se compare avec si on avait un groupe froid, en fait on consommerait environ 80 € par mois d'énergie pour faire du froid en mode climatisation. Et en adiabatique, en fait, en consommation électrique, on consomme 2 € par mois et en consommation d'eau, donc il y a 8 mètres cubes, ça fait 22 € par mois. Donc on voit qu'en termes économiques et en termes de rafraîchissement urbain, on a voilà, des performances qui sont indiscutables sur ces systèmes-là. Donc la conclusion là-dessus, c'est que on a une très bonne performance du module adiabatique avec une consommation d'eau qui est jugée comme acceptable par ce bureau d'études qui nous a fait l'analyse
du bâtiment à la fin. Par contre, bon voilà, nous on y travaille, il y a la partie maintenance à peaufiner parce que c'est des systèmes qui ne sont pas forcément très courants encore. Et donc ça, on y travaille pour avoir des équipes de pause et de maintenance un peu plus affûtées. Et ça, c'est donc le dernier point, c'est le truc classique, c'est-à-dire que la centrale de traitement d'air, elle a été dimensionnée pour un renouvellement d'air hygiénique, donc à moins de 1 volumeur, et il aurait fallu au minimum 2 pour qu'il n'y ait pas du tout de problème d'inconfort dans ce bâtiment, et donc il y en a un petit peu. Il y a des moments où on dépasse 26 degrés pendant l'été. Alors j'avais laissé une diapo vide pour aller plus loin parce que c'est toujours délicat je veux pas trop faire de la publicité à tout va, donc on a des sites web où je vous conseille d'aller voir. Il y a aussi le site sopremafuture.fr pour venir en fait compléter ce propos là parce que tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait eu des questions sur la végétalisation. Donc, on pourra y répondre peut-être lors d'un autre webinaire où on vous laissera consulter des éléments qu'on a par ailleurs sur ces systèmes-là. Oui. Voilà. Alors, du coup, ouais, non, mais merci Jean-Marie. Au niveau des questions, je reprends la dernière solution de la VMC adiabatique. J'ai la question, donc on peut augmenter encore les performances d'une double flux en lui intégrant un module adiabatique. Donc c'est comme ça que ça marche, quoi. On rajoute un... Voilà. Voilà. Alors après, il faut, comme disait Tanguy, en fait, chaque bâtiment est différent, donc il faut l'étudier. Donc, nous, on se charge de ça, de regarder et de conseiller au mieux à partir du climat. Et à partir des apports du bâtiment, voir ce qui est le mieux, mais effectivement, ça permet en fait, une VMC double flux, elle fait pas de froid, donc ça permet d'avoir un renouvellement d'air en été qui pré-rafraîchit l'air intérieur. Donc, alors, il faut que ça soit cumulé avec des systèmes passifs dont parlait Tanguy, c'est-à-dire de l'inertie. Pourquoi pas utiliser une dalle béton pour rafraîchir, pour avoir le bénéfice d'avoir un rafraîchissement par l'inertie en fait en début d'après-midi. Mais ça vient effectivement compléter la performance d'une VMC double flux, d'une CTM. Ouais. Est-ce que tu as des noms de marques qui font ça? Alors en fait, oui, nous on est constructeurs. Donc en fait, j'ai parlé de solutions globales parce que c'est le propos aujourd'hui. On est plutôt dans l'optique étudier les bâtiments pour qu'ils soient plus performants, plus confortables. Mais notre propos, c'est de faire des études, mais en fait, on commercialise les produits qui vont avec. On fait nos études, on les fait gratuitement dans le but de commercialiser. Donc on a l'ensemble des briques que j'ai présentées, on les commercialise. Donc la marque, c'est Genatis. Voilà. Au niveau de la qualité de l'air, est-ce qu'il y a des risques du fait de la consommation d'eau, des risques de moisissure? La question, c'est est-ce qu'il y a des risques de moisissure dans les réseaux de soufflage? Alors en fait, c'est une bonne question. C'est une question qu'on a tout le temps, notamment aussi sur les légionnelles, parce que c'est vrai que quand il y a de l'eau et du chaud, on n'aime pas. Alors en fait, on a travaillé sur parce que les légionnelles, notamment, les moisissures, c'est un peu la même chose, donc c'est pour ça que j'évoque aussi les légionnelles. En fait, il faut éviter d'avoir des gouttelettes d'eau. Donc nous, en fait, notre système est dimensionné et conçu pour éviter. Il n'y a pas de propagation de gouttelettes d'eau, c'est que de l'air humide. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours de la régulation intégrée qui va venir mesurer les taux d'hygrométrie pour éviter justement d'avoir des moisissures. Donc, en fonction du moment, du climat, il peut y avoir des fois où on sera en free cooling uniquement, motorisé, donc avec le ventilateur, mais la diabatique ne fonctionnera pas parce qu'il y a un risque, soit il fait trop humide dehors, soit il fait trop humide dans le bâtiment. Et on évite comme ça justement d'avoir ces risques de moisissure. Et si on régule bien dans les conduites, il n'y a pas non plus de risque. Mais sur les retours chantiers qu'on a, on n'a jamais eu de problème de moisissure dans les conduites du fait de cette régulation. Ouais. Aussi, est-ce que la consommation d'eau, elle est récupérable? Alors en partie. Alors il y a deux choses. Bonne question. Donc il y a de l'eau qui est évaporée, donc elle
part dans l'air, hein, donc celle-ci, elle n'est pas récupérable. Et dans l'eau qu'on consomme, il y a aussi en fait une partie qui sert à rincer le mécanisme pour éviter notamment d'avoir de l'encrassement justement pour les problèmes de qualité d'air hein, notamment. Et cette partie-là, elle est évacuée dans les eaux pluviales, mais c'est de l'eau qui est relativement propre. Hein. Donc en fait, oui, il y a une frange de cette eau qui peut être récupérée via la récupération d'eau pluviale, par exemple, donc qui pourrait être refiltrée et utilisée pour arroser ou pour l'usage classique de l'eau de pluie récupérée, en fait. Ok. Ouais. Mais sinon, non, elle est effectivement utilisée, hein, cette eau. Oui. Après, j'ai un commentaire aussi sur le fait que le rafraîchissement adiabatique n'est pas encore modélisable au niveau de la RT 2012. Est-ce que ça sera fait un jour? Ce sera possible? Alors, c'est pas vrai. Très bien. Ouais. Donc en fait, alors si c'est vrai, dans l'RT 2012, ça y est pas. Par contre, dans le moteur, alors, en fonction des logiciels de simulation, c'est disponible ou pas, mais à ma connaissance, il y en a quand même plusieurs qui le font. Quand on fait une simulation E+, C-, Okay. dans le moteur RT 2012, donc il faut avoir les dernières versions du moteur pour avoir la partie indicateur E+, C-, on peut modéliser l'apport sur le confort d'un système adiabatique. Il est intégré en fait dans le moteur et on peut alors on a un certain nombre de fiches, alors soit à rédiger, soit enfin on peut vous conseiller pour mettre les bonnes valeurs dans les bonnes cases pour que ça corresponde à un produit réellement existant sur le marché. D'accord, ok. Après, je reviens sur la présentation de Poitiers. J'ai une question, c'est est-ce que l'ouverture des lanterneaux, elle est automatique et si c'est utilisé en surventilation nocturne? Donc c'est automatique. Alors c'est géré dans ce cas-là par l'AGTB du bâtiment, en fait, hein, qui reçoit tous les capteurs, puisque comme c'est un bâtiment instrumenté, on a préféré tout centraliser. Donc on a à la fois la mesure et l'intelligence. Donc comme on a beaucoup de points de mesure, c'est intéressant. Donc on a mis en place un algorithme en discutant avec les occupants en fait, hein, du bâtiment qui ont défini leurs critères de confort et on a appliqué ça. Donc en fait, il y a une zone du bâtiment qui sert de test quand la température autorise la ventilation, alors on ouvre. Et donc c'est automatisé. Et en surventilation nocturne, oui, tout à fait. C'est ce qu'on, alors je l'ai montré brièvement, mais on le fait aussi sur les bureaux. Les bureaux restent ouverts, enfin ils s'ouvrent. En ce moment, c'est vers 20h en fonction des conditions. Alors aujourd'hui, ce sera peut-être plus tôt parce qu'il va faire frais, mais il n'y a peut-être même pas besoin de ventiler. Mais par contre, quand il fait chaud, on ouvre un peu plus tard et on laisse ouvert la nuit. Et ce qui fait qu'on peut obtenir, s'il y a un petit peu de vent, que je montrais sur les courbes, par exemple 4 volumeurs ou même plus, qui font en fait, ça permet de faire de la décharge thermique nocturne, donc de la surventilation nocturne. D'accord. Après aussi une question sur l'exemple sur le chantier de Guy Cotten. Oui. Est-ce que tu as eu des retours des usagers à Guy Cotten? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Alors, je sais qu'ils étaient. Alors, c'est ce qui manque un peu. Donc, j'ai rajouté des images là, que j'ai pu avoir. Donc, on n'a pas le retour des gens qui travaillent. Ça, c'est quelque chose qu'on a encore à faire. Alors, on attendait. Bon, là, on commence à avoir attendu suffisamment, mais on attendait qu'ils aient vraiment un retour au moins d'1 an pour pouvoir nous dire comment ils se sentent dans ce bâtiment, parce que la conception, ce genre de conception, on a un retour, c'est pas une journée, parce qu'on voit bien que le climat est tellement changeant qu'il y a des jours, le bâtiment il sera sombre, hein. Il y a des zones climatiques où parfois voilà, on a des moments plus sombres, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'on voit les interviews et les images, le film qui a été fait par Guy Cotten, on voit qu'il y a une fierté, et je sais qu'il y a des articles de presse qui sont sortis, on voit qu'il y a vraiment une impression au moment de la création, du lancement du bâtiment qui a l'air très bonne. Aussi, est-ce qu'il y a une idée un peu du surcoût estimé par rapport à un ombrage fixe et un temps de retour sur investissement, plus ou moins? Ouais, alors l'ombrage qu'on a proposé sur Guy Cotten, c'est un ombrage fixe. Ce qui fait en fait qu'il y a un bon compromis entre hiver et été, c'est le fait qu'on soit sur le toit et qu'on utilise la géométrie particulière de nos lanterneaux pour en fait faire rentrer un maximum de lumière diffuse quand il fait pas beau. Et alors le retour sur investissement, en fait c'est compliqué parce que quel est le bénéfice?
En fait, c'est ça, c'est que si on compte juste en énergie, ça va dépendre du type de bâtiment. Et après, si on y met des notions d'absentéisme, de productivité, alors ça commence à être difficile à chiffrer. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment en fonction de l'entreprise. Alors, on va dire que globalement, on est à moins de 10 ans, qu'il y a un certain nombre de cas de bâtiments, on sait, en fonction de l'éclairement et puis des horaires de travail aussi, on va être même à moins de 5 ans. Mais c'est dit, bon, c'est délicat de répondre comme ça de but en blanc. C'est possible de prendre en compte un retour sur investissement. Et je pense à un truc en plus, c'est qu'il y a des fiches C2E sur les lanterneaux. Donc pour chaque mètre carré de lanterneau installé, on peut bénéficier de fiches C2E qui viennent un peu alléger la facture. D'accord, ok. Après, je ferai une dernière question que j'adresse à vous deux. Des solutions alternatives à la clim existent. Pourquoi est-ce que vous avez des notions sur la régulation de l'installation des clims, en fait? Pourquoi on n'interdit pas les clims? Est-ce qu'il y a un peu du lobby qui est fait contre la clim? Parce que c'est vrai que là, vous nous avez exposé plein de solutions et pourtant, des fois, c'est toujours la clim. Et... Alors, moi, je donne ma réponse, puis après, je laisserai Tanguy, comme ça, je laisserai la conclusion. Alors, moi, ma vision, c'est que par rapport à la clim, en fait, nous, on ne fait pas la même chose, c'est-à-dire qu'on ne garantit pas, c'est vraiment le truc, on ne garantit pas forcément de jamais dépasser 26 degrés. Donc, en fait, on est plus sur une démarche un peu low-tech, comme disait Tanguy, c'est-à-dire qu'on n'a pas on ne garantit pas la performance à coup sûr. Il peut y avoir des moments de canicule où, oui, la température, même avec notre système, avec tout ce qu'on peut mettre, va parfois dépasser 26, 28 degrés. Et donc, ce n'est pas la même chose. Et il y a des moments où nos systèmes ne vont pas marcher. C'est pour ça que j'ai parlé de faire des études, parce que la ventilation naturelle, ça s'étudie, la diabatique, ça s'étudie. Il y a des conditions qui font que la clim a tout à fait sa place. Après, il y a des arguments contre, notamment dans les villes, mais il y a quand même... en fait, on est plutôt en train de développer un ensemble de solutions qu'on met à disposition et en fonction des critères de confort voulu, de performance voulue, le climat, l'évolution du climat aussi, fait que la clim, elle restera de toute façon indispensable aussi. Ouais. Je sais pas ce que Tanguy, ce que tu... Oui, je te rejoins aussi. Je pense aussi que les solutions qu'on a présentées, ce sont des solutions alors qu'on peut peut-être nommer comme innovantes. Les anciens savaient maîtriser, concevoir avec le climat en fonction de la géographie, des contextes locaux. Nous, on a perdu cette expérience-là aussi. Donc, je pense que c'est pour ça que je parle d'innovation. Donc, c'est un peu plus complexe à prendre en compte. Et après, on est sur un degré aussi, comme le disait Jean-Marie, de satisfaction plus sensible. Donc, il faut savoir aussi prendre en compte les bons outils. Je pense que via notre présentation, vous avez vu que c'est pas forcément. La première question que j'ai eue, c'était aussi là-dessus, c'est que ça demande un investissement aussi en termes d'études supplémentaires, qui, pour moi, il est rentabilisé sur une analyse globale sur la vie du bâtiment, mais c'est aussi une maîtrise concession supplémentaire à prendre en compte. Donc voilà, je pense que l'un n'empêche pas l'autre, mais voilà, la prise en compte des solutions passives. Je pense que c'est pas faut la favoriser. Il faut qu'on monte en compétence l'ensemble du secteur du bâtiment et qu'on y arrive petit à petit. Mais voilà, la solution de facilité peut rester la clim, clairement, même si encore une fois, elle n'est pas non plus à interdire, je pense, de manière générale, ne serait-ce que pour des cas particuliers. Bien sûr, bien sûr. Okay. Eh ben, je veux juste un petit, parce que j'ai vu pas mal de questions, je n'ai pas répondu sur le forum, mais sur les îlots de fraîcheur urbains. Et je suis complètement d'accord avec les réflexions. Effectivement, l'ASCD ne prend pas forcément en compte pour l'instant, ou si elle le prend en compte, c'est une démarche complexe. Bon, alors, c'est pas pour. On vient de lancer un programme de recherche. Je vous invite à suivre les avancées du programme de recherche qui est sur ce qu'ils appellent Cycloasis. Donc, je vais peut-être éventuellement mettre un lien sur la messagerie qui vise à étudier, monitorer déjà l'effet d'un îlot de fraîcheur urbain via un mur végétalisé et de trouver des solutions pour la modélisation STD.
Donc voilà, donc, si vous êtes intéressé par ces thématiques aussi, voilà, il y a bien un programme qui est en train qui est lancé là depuis 15 jours avec un monitoring sur Montpellier qui est réalisé. Donc j'espère trouver une réponse aux questions assez rapidement. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Il est 15h35, donc je pense qu'on est bien. Je remercie tout le monde pour les questions et leur présence. Et puis vous deux, Tanguy, Jean-Marie, merci beaucoup. Voilà. Donc comme j'ai dit, les supports seront envoyés dans quelques jours. Vous pouvez avoir tout de suite sur le chat les informations sur le projet de Tanguy et bientôt la diffusion du webinaire sur YouTube. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et à bientôt sur le prochain webinaire d'Envirobat Centre dont on ne connaît pas encore la thématique, mais bientôt ça sortira. Voilà. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci, bon après-midi.